Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la quatrième partie, la falsification de l'histoire, pas moderne comme lui c'est écrit dans le chapitre, la falsification de l'histoire de Kamaka Chopa. C'est-à-dire aujourd'hui nous allons lire un peu le reste de lecture de Champollion Figeac qui, malgré sa mythomanie qui était extraordinaire avec les nègres blancs, etc., il se contredisait entre-temps. Vous savez, la folie c'est quelque chose d'incroyable. Et tout de suite après, nous allons lire quelques traités de Cherubini. Cherubini, sa particularité, c'est que c'est un être pitoyable. Vous savez, il y a un moment dans la vie, dans tout type de chercheur, on se demande si réellement il a eu son certificat scientifique par hasard ou en fait, où il l'a vraiment eu. Et s'il a vraiment eu de façon vraiment estudiantine, très très bien, c'est qu'il faut remettre en cause l'école d'où il sort. Cherubini a plus ou moins, moi je l'estime, il a plagié Hérodote sur certaines choses. Et évidemment, vous savez, la négrophobie, c'est quelque chose de très particulier parce que la négrophobie fait en sorte que, ou l'antisémitisme, ça fait en sorte que vous ne regardez pas la chose telle qu'elle est dans son objectivité. Cherubini avait peur, comme tous ces autres, c'est-à-dire Voltaire, Rienzi, le jeune Figeac, etc., Frobenius, et tous ces trucs. Ils ont eu tous la même phobie. Et puis, ils n'ont pas exactement précisé les phénotypes. Mais Cherubini est quand même allé très loin dans sa négrophobie, dans ce qu'on va lire. Il n'avait pas de propos très scientifiques. Il avait des propos très injurieux. Quand même, c'est quelque chose qu'on a d'un scientifique. On parle quand même d'un scientifique. On s'attendrait à des explications un peu plus pointueuses avec des chiffres, etc. Mais on est allé sur des séries d'injures. Et je rappelle, il injurait, il insultait des rois de Kémet, qui se disent des rois d'Égypte. Vous savez, on parle quand même de personnes qui avaient de très grandes fortunes et dont eux-mêmes, les égyptologues, entre guillemets, sont allés piller et donc sont allés voler en fait. On parle quand même de personnes avec de grandes richesses qui ont établi des lois, etc., mais dont évidemment les, entre guillemets, scientifiques sont partis voler, raconter les histoires. Donc, ça revient quand même sur un point très intéressant. Mais je vais d'abord aussi brièvement expliquer ensuite, parce que ensuite nous allons lire quelques petits propos de Fontanès. Fontanès, qui est aussi pitoyable que son frère Cherubini. Lui aussi, il a là des propos, je dirais, abracadabrants dans l'explication des véritables rois de Kémet, bon, que vous pouvez comprendre un roi d'Égypte. Mais sachez que quand je dis Kémet, ça ne se limite pas à l'Égypte. Le royaume allait au-delà du pays que vous connaissez. C'est pour vous dire que même quand vous êtes un noir riche, parce que là on parlait des rois quand même, on parlait de rois, des reines, des personnes fortunées, des personnes qui avaient un statu quo très haut, des personnes qui ont mis en place le système scientifique dans le monde, des personnes qui ont créé les sociétés, les premières grandes sociétés de la Terre. Mais vous voyez comme ils sont mélanodermes. Ils sont traités comme des chiens, des bons à rien, des feignants. Donc je vous ramène à ceci comme interrogation personnelle. Vous-même, au vu des choses que vous observez au quotidien, vous pensez qu'il y a vraiment une différence entre ce que j'ai déjà lu jusque-là, ce que je vous ai dit, et ce que je vous ai encore redit, et ce qui est écrit dans ces textes de entre guillemets scientifiques, chercheurs, explorateurs, anthropologues, des pseudosciences. Et ce sont toutes des pseudosciences. C'est-à-dire elles ont été toutes créées de façon volontaire pour juste détruire un seul peuple. Et c'est le même peuple-là, le peuple mélanoderme, qui est celui qui, de façon aliénante, va répéter les mêmes erreurs. Bon, allons-y, commençons la séance de lecture. Je vous remercie, n'hésitez donc pas à liker, à partager, liker aussi. Allons-y. J'ouvre les guillemets, pardon. Il est curieux de remarquer qu'ici, Champollion Figeac parle du temps seulement entre guillemets cuivré, des abyssins, et que dans le même chapitre, 2 pages plus loin, il écrit à propos des multiples nuances de couleur nègre. 2 points. J'ouvre les guillemets. De longues guerres avaient mis en contact l'Égypte avec l'intérieur de l'Afrique. Aussi distingue-t-on sur les monuments égyptiens plusieurs espèces de nègres différentes.
entre elles avec les traits principaux que les voyageurs modernes ont aussi indiqués comme des dissemblances soit à l'égard du teint qui fait les nègres noirs ou les nègres cuivrés, soit à l'égard d'autres formes non moins caractéristiques. Page 29-30. Je ferme les guillemets. Cette contradiction nouvelle sous la même plume vient confirmer ce que nous avons dit des deux hommes qui venaient immédiatement après le dieu Horus. Bon, il dit Horus, mais bon, vous pouvez voir ça comme héros, c'est-à-dire l'Égyptien et le nègre. Ces deux hommes appartiennent à la même race. Il n'y a plus de différence de couleur entre eux qu'entre un Bambara et un Valaf, qui sont tous deux des nègres. Le soi-disant teint, entre guillemets, rouge sombre du premier, le teint, entre guillemets, seulement cuivré de l'abyssin et le teint, entre guillemets, cuivré du nègre ne sont qu'un seul et même teint. Il n'est pas inutile de souligner que la description de l'auteur s'attarde à des détails non significatifs tels que, entre guillemets, le regard agréable, etc. Je vais quand même vous relire ce passage où il parlait du regard agréable lorsqu'il faisait référence au propos du docteur Larrey. J'ouvre les guillemets. Ça, c'est Champollion Figeac à propos du docteur Larrey. Le docteur Larrey fit de curieuses recherches sur cette question en Égypte même. Il dépouilla un grand nombre de momies, en étudia les crânes, en reconnut les principaux caractères, chercha à les retrouver dans les races diverses vivant en Égypte. Et il réussit. Les abyssins lui parurent les réunir tous, à l'exclusion surtout de la race nègre. Ouais, l'appui sur le mot nègre, et surtout l'appui sur le fait qu'il est dit à l'exclusion surtout de la race nègre. Vous voyez que pour un explorateur, un chercheur, quelqu'un qui se dit être scientifique, on voit très bien qu'il y a un dégoût en fait. Il y a un dégoût pas possible vis-à-vis de cette race. Voilà. L'abyssin a les yeux grands, le regard agréable. Il n'est pas inutile de souligner que la description de l'auteur s'attarde à des traits non significatifs, comme j'ai dit, le regard agréable, etc. On doit relever la confusion qui règne sur le terme berbère. C'est là encore une épithète appliquée improprement à des populations de la vallée du Nil, qui n'ont rien de commun avec ce qu'on est convenu d'appeler les berbères et les touaregs. Il n'y a pas de berbères en Égypte. Nous savons par contre que l'Afrique du Nord était désignée du nom de Berbérie, les États barbaresques. Cette région est le seul habitat réel des Berbères. Le terme a été appliqué par la suite improprement à d'autres populations. La racine de ce mot dont l'usage remonte à l'Antiquité serait d'origine nègre plutôt qu'indo-européen. En effet, elle correspond à la répétition sous forme d'onomatopée de la racine ber. Cette forme d'intensification du radical est générale dans les langues nègres et en particulier dans la langue égyptienne. D'autre part, la racine bar, signifiant en valaf, parler rapidement et barbare, pourrait désigner un peuple qui parle une langue inconnue, donc un peuple étranger. Alors, un barbare, c'est un étranger. Et donc, nos ancêtres, quand ils ont vu les locodères venir, c'était des étrangers, en plus de leur manière de parler, qui était une manière de parler étrangère forcément, mais qui parlait très très vite. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous parlez à peu importe que ce soit la locodermie de l'Angleterre, de UK, du Canada, de FR, de l'Ukraine, etc., de tous les pays locodermiques, du Japon, de China, de je sais pas quoi, tous les pays de locodermie, ils parlent souvent très très vite. Vous constatez qu'ils parlent très vite. C'est un peu comme s'il y a le feu dans leur bouche, même s'ils n'aiment pas le piment. C'est comme s'il y a le feu. Et donc leur manière de parler très vite ont dû plus ou moins choquer un peu nos ancêtres. Et donc peut-être le mot barbare est sorti pour dire qu'ils parlent vite en plus d'être mal élevés. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc en valaf, particulièrement, l'adjectif de nationalité se forme par ce redoublement du radical à l'exemple de Jolof, habitant du Jolof. Berad est la forme du substantif de barbare en valaf. En reproduisant le bas-relief de Biban el Molouk d'après le dessin de Champollion le Jeune,
Champollion Figeac n'a pas respecté les couleurs de l'original. Les couleurs de l'original que, évidemment, Champollion le jeune avait faites et évidemment que je pense avoir montré dans la deuxième séance. Donc, qui stipulait qu'en première partie, nous avons le type égyptien, dont l'homme providentiel, qui est mélanoderme, et après on a le deuxième qui est mélanoderme, et après on a les types métissés qui sont les Hyksos, bon on va dire les hybridés, le coderme, et les types arabes. C'était bien avant la religion juive, parce que la religion judaïque est venue plus tard, après, puisqu'elle a été mieux organisée, parce que à ce moment-là, ce qu'on appelle les juifs étaient encore des arabes et ils avaient pour but de créer des organisations inspirant plus ou moins de ce qu'ils pouvaient observer sur Kamakachopa pour détruire à jamais ce peuple. Bref, donc nous avons les arabes de Mésopotamie, de Perse, etc. Et enfin, au dernier des échelons, évidemment, nous avons les types caucasiens. Mais quand même, ce qui est à questionner, c'est pourquoi, bizarrement, le métis a été placé au milieu, alors que lui, il est le fruit d'un mélange mélanoderme-leucoderme. Pourquoi le gène leucoderme qui lui a donné naissance est placé à la fin? Ça veut dire qu'il y a un questionnement, ça veut dire qu'il y a véritablement quelque chose qui est problématique. Ça, c'est un questionnement que je vous laisse évidemment avoir à titre personnel à ceux qui suivent ma podcast channel. C'est évidemment pour que vous vous questionnez aussi sur cette planche, évidemment, très importante à rappeler. Donc, Champollion Figeac, il a falsifié et il a décidé de faire sa part de planche. Il a décidé d'outrepasser le travail que son frère Champollion le Jeune avait fait. Et donc, c'était toujours pour la suite de succès. Je vous le rappelle encore, il était jaloux de Volney, jaloux du succès de Volney, que ses livres se trouvaient dans toutes les bibliothèques. Et donc, connaissant le contexte que je dois encore rappeler avant de continuer, le contexte était particulier. On est en période esclavagiste quand même. Tous les pays européens, il faut bien le préciser, parce que ça a été prouvé que tous les pays européens, il n'y a pas un pays qui s'est lavé les mains de l'esclavage. Donc tous les pays européens faisaient l'esclavage. Et donc, c'était quand même plus ou moins inadmissible comme c'est lui, parce que c'est Figeac qui l'a dit. Figeac a dit inadmissible. Donc c'était quand même assez inadmissible que quelqu'un qui puisse dire que les mélanodermes ont été à l'innovation de tout, quand on les voit comme des esclaves pareils, ça peut pas être normal qu'un livre pareil peut être sur toutes les bibliothèques. Et donc, par rapport à cette inadmissibilité de cette vision vraiment insupportable et intolérable même pour Figeac, donc il se devait pour devoir de rétablir sa vérité à lui avec le contexte qui était évidemment lié à ce phénomène. Outrepassant le travail de son frère, même si son frère a aussi menti quelque part. Donc, je continue la lecture. Il a bien assuré le corps du nègre pour rappeler sa couleur sur les bas-reliefs, mais il a évité d'en faire autant sur l'Égyptien qu'il l'a laissé complètement en blanc. C'est peut-être une façon de blanchir ce dernier, mais ce n'est pas conforme au document. Un peu comme je vous renvoie quand même à l'histoire des Étrusques, bien que actuellement vous n'allez pas trouver online, vous n'allez peut-être même pas trouver du tout, hormis dans les livres de vrais professionnels, vous n'allez pas trouver des explications sur qui étaient véritablement les peuples étrusques. Vous n'allez pas trouver des origines promptes et propres. Ce que vous allez trouver, c'est que, bon, on va vous dire que ce sont un peu à la athénienne, voilà, bref, des leucodermes, c'est ce qu'on va vous présenter. Mais on va pas vous dire la vérité. Ça dit que c'était des mélanodermes, les Étrusques. C'était des noirs, si vous préférez, pour ceux qui comprennent pas trop. Quand je dis mélanodermes, je parle de noirs, des camis, tout bref. Et du coup, on les a blanchis, évidemment. Il y a eu des fouilles archéologiques, et même pas qu'entre-temps des fouilles archéologiques, mais lors des invasions barbares, Hyksos et autres des peuples type caucasien, lorsqu'ils sont décimés, vous savez, lorsqu'on fait des rasés et qu'on décime des populations, on a pour habitude de tout fracasser, de tout gâter, et comme ces personnes, évidemment, sont aussi, on va pas se mentir, sont quand même plus ou moins à la recherche d'une certaine qualité, et peut-être que en se questionnant un peu, ils ont constaté qu'ils étaient un peu dégueulasses. Ils se sont dit que ce serait pas mal si, à la place de ces belles images, nous avons plutôt des images qui plus ou moins nous représentent. Et donc, ils ont effacé
les couleurs originales et ils ont plutôt mis des couleurs que vous connaissez. Voilà, c'est un peu comme ça que s'écrivent plusieurs histoires en les blanchissant évidemment. Ça donne plus de qualité pour la sphère locodermique parce qu'on a besoin de rebooster le moral, parce qu'on a besoin de se créer une histoire, de se créer un monde. On est loin de l'histoire de Kant, mais évidemment, vous avez des mélanodèmes qui lisent Kant et Hegel. Je ne sais pas pourquoi ils les lisent, mais bon, si vous voulez, on va vous lire un peu du Kant et du Hegel, juste un peu pour se marrer, mais franchement, c'est pitoyable, surtout lorsqu'on lit quand même plus ou moins les livres, même si ce sont un peu des schizophrènes, c'est le coderme, ces gens qui ont écrit, c'est entre guillemets, égyptologues, Volney, tout ça, qui ont écrit sur le peuple noir. Bref, c'est un peu beaucoup de bavardage, mais c'était nécessaire. On va continuer. Chérubini, compagnon de voyage de Champollion le Jeune. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire, Chérubini était le compagnon de Champollion le Jeune. Il a suivi ses travaux, ils ont travaillé ensemble. Et du coup, il était plus ou moins au courant de ce qui pouvait s'y passer comme travaux. Et vous savez, je reviens toujours sur mes mots, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent ensemble, ce sont les meilleurs amis, vous les voyez toujours ensemble, vous vous dites que ils se comprennent, bon, sont pareils quoi. Mais malheureusement, les pensées ne sont pas les mêmes, les directions ne sont pas les mêmes, les idées ne sont pas les mêmes, les convictions ne sont pas les mêmes. Et par moments, ça donne un peu, ça prête à confusion. C'est un peu le cas de Chérubini et Champollion, mais ils se liaient, ils étaient voués sur un même point, c'est-à-dire la recherche. Mais on s'est rendu bel et bien compte que l'objectivité pour l'un et pour l'autre, c'était pas trop la même vision, c'est-à-dire, ils voyaient pas la même chose. C'est-à-dire, Champollion le Jeune, il a vu ce qu'il voulait voir, c'était une réalité. Mais évidemment, pour peut-être, par principe, par respect, parce qu'il a eu quand même une admiration pour ses pairs. Ils sont quand même sortis de la sauvagerie pour devenir, entre guillemets, des hommes incivilisés, pour ne pas dire civilisés. Donc, voilà un peu. C'est peut-être ça qui avait motivé aussi Champollion le Jeune à mythomaniser, parce que c'est pas croyable quand même que, voilà. Mais Chérubini, il avait travaillé avec Champollion le Jeune. Ils ont peut-être plus ou moins, entre guillemets, décrit du mieux qu'ils ont pu les hiéroglyphes. Mais ce qui est quand même encore assez incroyable, c'est la manière avec laquelle Chérubini va décrire la suite. Il va décrire la suite de ces événements. Lorsqu'on parle quand même de l'Italie, on s'attend à des réflexions très poussées, surtout dans le domaine, pas seulement artistique, mais dans les domaines même purs de la logique. Parce qu'on va vous raconter la Maria del Fiori, la cathédrale, on va vous raconter tellement d'histoires et vous allez être très impressionné sur la manière dont les colisées et autres infrastructures ont été créées. Mais là, ce qui est quand même pitoyable, c'est la manière avec laquelle Chérubini va s'exprimer. Il va s'exprimer alors qu'on parle de l'Italie. Beaucoup, quand ils entendent Chérubini, ils se diront que on s'attend vraiment à quelque chose de qualitatif, quelque chose d'extraordinaire à la italiano. Donc, cela renvoie encore à ce phénomène illusionnisant, c'est-à-dire du fait que le coderme, rien que de par sa présence ou de par le coin d'où il vient, c'est-à-dire le type caucasien impressionne encore le type mélanoderme alors qu'il n'a rien d'impressionnant. Mais c'est parce qu'il y a une fausse image qui a été créée pour la chose. Mais là, la particularité, vu qu'on lit ce que Chérubini va écrire sans toutefois l'avoir vu, là vous serez plus ou moins tristement, pas étonné, mais tristement triste, quoi. J'ai pas de mots pour vraiment qualifier ce personnage. Il y a un peu, comme j'ai dit, un peu de plagiat avec le travail d'Hérodote. Il reprend quelque peu ces mots, ce qui veut dire qu'il y a un petit problème dans sa manière de voir les choses. Et comme j'ai dit, ce qui permet de nous re-questionner sur l'aspect des diplômes. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des diplômes, on peut se questionner. On peut aussi se questionner sur sa qualité de travail ou si il n'a pas été placé là par hasard parce qu'il se peut qu'il n'ait jamais fait d'école et que son père était, vous savez quoi, j'ai pas essayé de faire des recherches sur Chérubini, mais on peut se dire qu'il y avait tous ces éléments et que, bon, du coup, il était mis là en expédition
Et donc, suite à ces expéditions, il a dû faire son truc. Mais je dois vous rappeler encore le contexte. Le contexte, on est dans les années 1800. Je le rappelle, on est encore en plein esclavage. L'esclavage finit vers les années 1848, mais ça dépend, c'est la de l'abolition de l'esclavage. Mais ça dépend encore des lieux, parce qu'il y a des lieux, même dans les années 1900, où il y avait toujours l'esclavage. Après, directement, on est passé à l'esclavage à domicile. Mais entre-temps, les livres, parce que Cherubini a sorti aussi son ouvrage en 1840, quelque part comme ça. Donc, il faut comprendre qu'on était déjà à l'avènement de la théorie de l'espèce de Darwin. Plusieurs pseudo-sciences, entre-temps, l'anatomie comparée, tout ça était déjà mis à l'œuvre. Donc, il y avait déjà tout un contexte toxique qui avait déjà été mis en place. Et donc, ce qui pourra encore plus étayer et qui pourra encore plus guider Cherubini dans sa manière de s'exprimer comme Fontanes que que je vais vous faire lire. Bon, allons-y. Cherubini, compagnon de voyage de Champollion le Jeune, utilise le même document de Biban el-Moulouk pour caractériser la race égyptienne. Auparavant, il insiste sur l'antériorité de l'Éthiopie par rapport à l'Égypte et rappelle l'opinion unanime des anciens selon laquelle l'Égypte n'est qu'une colonie éthiopienne, c'est-à-dire soudanaise mériotique. On croirait même dans l'Antiquité que c'est au Soudan mériotique que l'humanité a pris naissance et on en donnait les raisons suivantes. J'ouvre les guillemets. La race humaine devrait y être considérée comme spontanée et ayant pris naissance dans les régions supérieures de l'Éthiopie, où les deux principes de la vie, la chaleur et l'humidité, se trouvaient combinés au plus haut degré. C'est aussi dans cette région que les premières lueurs de l'histoire nous montrent l'origine des sociétés et le foyer primitif de la civilisation. Dès une antiquité qui devance les calculs ordinaires de la critique historique, apparaît une organisation sociale complètement réglée avec sa religion, ses lois et ses institutions. Les Éthiopiens se vantaient d'avoir été les premiers à établir le culte de la divinité et l'usage du sacrifice. Là aussi, ce serait allumer le flambeau des sciences et des arts. C'est à ce peuple qu'il faudrait attribuer l'invention de la sculpture, l'emploi des caractères d'écriture et enfin l'origine de tous les développements qui constituent une civilisation avancée. Cherubini, La Nubie, Collection L'Univers, page 2-3, Paris, 1847. Il continue. Ils se vantaient d'avoir précédé les autres peuples sur la terre et la supériorité réelle ou relative de leur civilisation, alors que la plupart des sociétés étaient encore dans l'enfance, semblait justifier leurs prétentions. Aucun témoignage, d'ailleurs, n'attribuait une autre source au commencement de la famille éthiopienne, un concours de faits très important, au contraire, tendit de bonne heure à lui assigner une origine toute locale. Ici, on va lire les passages dont Cherubini fait allusion notamment au passage de Théodore de Sicile, de Diodore de Sicile. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que Cherubini, il avait, vous allez le sentir aussi quand on va lire la suite, Cherubini avait une sorte de haine. Il avait une sorte de haine envers ces peuples. Ces peuples parce que il se disait, vous l'avez suivi, pour lui, ces peuples, c'était un peuple de vantard. Il appelait beaucoup le mot vantardise. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, c'est un rappel quand même, quand vous regardez la société actuelle, quand un mélanoderne veut se montrer au plus haut degré de sa propre superbe, alors le coderme lui taxe de suprémaciste mélanoderme, de raciste, anti-blanc, etc. Comme si en fait le mélanoderme n'a plus le droit de pouvoir se montrer d'une façon glorieuse. Il doit toujours se rabaisser, il ne doit pas montrer sa supériorité. Il y a quelque chose qui est également faux dans ce qu'il dit, mais on va aller un peu plus loin une prochaine fois. C'est-à-dire, il dit que pendant que les peuples éthiopiens se vantaient de leur qualité et du fait qu'ils ont inventé beaucoup de choses, les autres peuples étaient encore tout petits. Il parle de son peuple. Il faut savoir que le peuple mélanoderme a vécu même bien avant l'apparition du peuple leucodermique. Donc, dire et préciser même qu'ils ont été des novateurs, je ne vois pas en quoi c'est mal. Vous savez, il n'y a rien de mal quand quelqu'un a créé quelque chose, il doit le dire. Il doit le dire, j'ai créé ça. Sinon, s'il ne le dit pas, quelqu'un va piquer.
Et après, il va dire appropriation culturelle, etc. Vous devez protéger votre patrimoine. Nos parents d'avant, nos ancêtres, savaient se protéger en se mettant en valeur. Bien que cela ait énervé Cherubini, pourtant, ces personnes ne l'ont jamais connu. Cherubini les a jamais vus, les a jamais connus. Mais rien qu'en connaissant cette histoire-là, il est pris d'une colère. Je vous rappelle, Cherubini, c'est un scientifique. Et il se doit d'avoir une vision très objective. Mais déjà, rien qu'à ce passage-là, on sent qu'il y a un ressenti. Il y a un ressenti. Lisons donc les paroles de Diodore de Sicile. Les Éthiopiens se disent les premiers de tous les hommes, et ils en donnent des preuves qu'ils croient évidentes. On convient généralement qu'étant nés dans les pays et n'y étant point venus d'ailleurs, ils doivent être appelés autochtones. Il est vraisemblable qu'étant situés directement sur la route du soleil, ils sont sortis de la terre avant les autres hommes, car si la chaleur du soleil, se joignant à l'humidité de la terre, lui donne à celle-même une espèce de vie. Les lieux les plus voisins de l'équateur doivent avoir produit, plutôt que les autres, des êtres vivants. Les Éthiopiens disent aussi que ce sont eux qui ont institué le culte des dieux, les fêtes, les assemblées solennelles, les sacrifices, en un mot, toutes les pratiques par lesquelles nous honorons la divinité. C'est pour cela qu'ils passent pour les plus religieux de tous les hommes et qu'ils croient que leurs sacrifices sont plus agréables aux dieux. L'un des plus anciens poètes et le plus estimé de la Grèce leur rend ce témoignage lorsqu'il l'introduit dans l'Iliade Jupiter et les autres dieux allant en Éthiopie pour assister au festin et au sacrifice annuel qui leur était préparé à tous chez les Éthiopiens. Voici la prose de l'Iliade 1 du 422 siècle peut-être. Jupiter ajouta suivi de tous les dieux. Éthiopien reçoit les sacrifices. On continue. Ils disent que les dieux ont récompensé leur piété par des avantages considérables, comme de n'avoir jamais été sous la domination d'aucun prince étranger. En effet, ils ont toujours conservé leur liberté par la grande union qui a toujours régné entre eux et plusieurs princes très puissants, qui les ont voulu subjuguer et ont échoué dans leur entreprise. Cambyse étant venu les attaquer avec de nombreuses troupes, son armée périt entièrement et lui-même courut risque de la vie. Sémiramis, cette reine que son habileté, ses exploits ont rendue si fameuse, fut à peine entrée dans l'Éthiopie qu'elle sentit que son dessein n'aurait point d'exécution. Bacchus et Hercule, Hercule, désolé de couper la lecture, mais Hercule, quand on fouille l'histoire, on se rend compte qu'il n'a pas existé. Donc, il y a eu un petit mélange entre les imaginations leucodermiques, etc. Ayant traversé la terre entière, s'abstinrent de combattre les seuls Éthiopiens, soit par la crainte qu'ils conçurent de leur puissance, soit par la vénération qu'ils avaient par leur piété. Les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies, qui fut menée en Égypte par Osiris. Ils prétendent même que ce pays n'était au commencement du monde qu'une mer, mais que le Nil, entraînant dans ses crues beaucoup de limons d'Éthiopie, l'avait enfin comblé et en avait fait une partie du continent. Ils ajoutent que les Égyptiens tiennent d'eux comme de leur auteur et de leurs ancêtres la plus grande partie de leur loi, et c'est d'eux qu'ils ont compris à honorer les rois comme des dieux et à ensevelir leurs morts en temps de pompe. La sculpture et l'écriture ont pris naissance chez les Éthiopiens. Les Éthiopiens allèguent encore d'autres preuves de leur ancienneté sur les Égyptiens, mais il est inutile de les appeler ainsi. Histoire universelle, livre 3, page 337-341. Traduction Abbé Terrasson, Paris 1758. Il y a une prose de Homère à cela. Hier, pour visiter la Sainte Éthiopie, au bord de l'océan, Jupiter s'est porté. Homère, l'Iliade 423.
Si l'on considère Homère comme auteur de l'Iliade, j'ouvre les guillemets, l'Éthiopie fut considérée comme une contrée à part de cette source, en quelque sorte céleste. Paraissait émaner le principe de la vie, l'origine des êtres, à l'exception de quelques renseignements donnés par le père de l'histoire sur ceux des Éthiopiens qu'on appelait macrobiens. On savait confusément que l'Éthiopie produisait des hommes qui surpassaient le reste de l'espèce humaine. Par l'élévation de leur taille, la beauté de leur forme et la durée de leur vie. Toutefois, on reconnaissait alors de grandes nations indigènes de l'Afrique. Les Libyens et les Éthiopiens, sous cette dernière dénomination, on comprenait les peuples les plus méridionaux ou de race noire, on les distinguait ainsi des premiers, qui, occupant le nord de l'Afrique, étaient par conséquent moins brûlés du soleil. Tels sont les renseignements généraux que les anciens nous ont légués. Page 28, page 29. Comprenez que, au fur et à mesure qu'on va lire, je vous demande d'être très attentif. Pourquoi? Il y aura des mots, il faut que vous les écoutez très bien. Je vous ai dit que le locoderme, il faut écouter quand il parle. C'est quand il parle, c'est lorsqu'il parle que on comprend un peu ce qu'il est en train de dire de façon implicite, mais dont nous comprenons l'expression explicite, notamment sur Chérubini. Mais je pense que pour Chérubini, vous allez facilement comprendre sa manière de parler ou de parler de nous, si vous préférez, ou de nos ancêtres. J'ouvre les guillemets. On est fondé à supposer sans trop de témérité que sur aucun autre point de la terre, il ne serait rencontré une civilisation dont la marche nous fût apparue entourée de plus de certitudes et de signes incontestables, de priorité, puisqu'elle nous eût été révélée par les contemporains, même de ses effets primitifs, de ses progrès, de sa maturité, alors qu'elle semblait avoir devancé de beaucoup la plupart des nations dans les voies sociales. On sait en effet que les premières lueurs de l'histoire éclairent à peine les commencements des empires les plus puissants de l'Asie, lorsque déjà une organisation mûre, complètement réglée, florissait depuis longtemps sur les bords du Nil, où les autres nations venaient successivement puiser des lumières, fruits d'une longue expérience, et recueillir des institutions et des leçons de sagesse consacrées par la sanction du temps. D'accord avec les monuments originaux, les écrits de l'Antiquité savante et philosophique déposent authentiquement de cette antériorité. Il n'existe peut-être pas dans l'histoire des sociétés primitives un fait dont l'évidence repose sur une unanimité plus complète et plus décisive. Page 73. Une fois de plus, un moderne nous rappelle que les anciens, ceux-là même qui nous ont transmis la civilisation actuelle, reconnaissent unanimement les savants et philosophes depuis Hérodote jusqu'à Diodore de Sicile, autrement dit, depuis la Grèce jusqu'à Rome, qui n'avaient puisé cette civilisation chez les nègres des bords du Nil, qu'il s'agisse des Éthiopiens ou des Égyptiens. Comme vous l'avez suivi, il est fort probable que l'existence de la préhistoire n'ait pas eu lieu sur Kamakatchopa. Quand vous allez suivre, je vous ai dit, rappelez-vous, l'Antiquité, c'est l'avènement du siècle hellénistique, parce que c'est à ce moment-là que le locoderme commence plus ou moins à avoir, à créer, à comprendre, ou à lire, etc., se créer une fausse culture, évidemment, copiée de celle des autres. Donc, il a mis son pouvoir par hégémonie, par destruction, par mythomanie, etc. Donc, l'histoire, c'était la période où le locoderme a appris donc à lire. La préhistoire, c'est la période où le locoderme est né et devait donc apprendre à lire et à écrire, donc en partant ou en croisant sur sa route la mélanodermie. Donc c'est ça. Nous ne sommes ni dans aucune datation locodermique. Moi, je vous précise qu'il est bien plus important de se focaliser sur soi-même. Parce que lorsqu'on connaît son histoire, on ne se réfère plus à des dates pareilles. Tel 1000 ans avant Jésus-Christ, moins machin avant Jésus-Christ, etc. Certaines datations ne nous correspondent absolument pas du tout. Nous ne sommes ni mis dans ce registre et nous ne sommes ni nés d'une façon abracadabrante. Je vous envoie qu'ont fait la Bible, qu'ont fait les religions abrahamiques, qu'ont fait les sociétés sectaires, les livres des sociétés sectaires. Continuons la lecture.
Il ressort de ce texte que les anciens n'ont jamais disputé aux nègres le rôle de premier initiateur à la civilisation. Cependant, Cherubini n'en interprète pas moins à sa façon les faits. En s'appuyant sur les bas-reliefs de Biban el-Molouk, après Champollion le Jeune et Champollion Figeac, il n'apporte aucun élément nouveau relatif à la race égyptienne, si ce n'est une fausse interprétation des couleurs. Il rapporte que si le roi Enenrom, l'homme par excellence, se représente en couleur brun rougeâtre, ça c'est une nouvelle couleur, rappelez-vous, rouge sombre, rouge cuivré, maintenant là on est à brun rougeâtre. C'est pour se distinguer du reste des hommes, donc par pure convention, entre guillemets. Dans ce classement des hommes des temps antiques, qui nous a été légué par eux-mêmes, nous voyons la population africaine de la vallée du Nil, proprement dite formée à elle seule l'une des 4 divisions de l'espèce humaine, et occuper la parallèle place auprès de la divinité d'après un ordre invariable reproduit en plusieurs autres endroits qui ne paraît pas du hasard. Pour rendre plus sensible la distance qui les séparait du reste des hommes, ils s'attribuaient à eux-mêmes ainsi qu'à la divinité incarnée sous la forme humaine une couleur de peau d'un brun rougeâtre, peut-être un peu exagérée, ou même tout à fait conventionnelle, mais qui ne laissait aucun doute sur l'originalité de leur race. Ils la caractérisaient d'ailleurs sur les monuments de leur civilisation antique par des traits particuliers, mais qui décèlent une origine sûrement africaine. Page 30. La couleur désignée ici par, entre guillemets, brun rougeâtre, que Champollion appelait rouge sombre, et qui est tout simplement la couleur du nègre, ne saurait être une couleur conventionnelle comme le voudrait Cherubini. En effet, elle serait la seule couleur conventionnelle sur ce bas-relief. Alors que toutes les autres sont naturelles, il n'y a aucun doute sur la réalité de la couleur des habits blancs du premier homme sur celle de la peau, couleur de chair tirant sur le jaune. Ou d'un basané du troisième sur la réalité de la peau blanche, de la nuance la plus délicate, de la barbe blonde et des yeux du quatrième. Parmi tant de couleurs naturelles, on ne comprendrait pas pourquoi une seule serait conventionnelle. Ce qu'on comprendrait moins encore, c'est qu'elle soit une couleur nègre plus que toute autre, alors que, selon Cherubini même, ils, c'est-à-dire les Égyptiens, poussèrent leur système descriptif, ou, pour mieux dire, l'orgueil. Ça, c'est lui qui dit, donc c'est Cherubini. L'orgueil de leur extraction jusqu'à établir les différences les plus tranchées entre eux et les indigènes de l'Afrique qui les avoisinaient, telles que les populations de la race nègre avec lesquelles ils n'avaient garde de se confondre et qui classèrent dans une division à part. Je ferme les guillemets, page 30. Les Égyptiens allèrent même plus loin et représentent leur dieu en couleur de nègre, c'est-à-dire à leur image, en noir, charbon. L'idée d'une convention est donc à rejeter purement et simplement. Ainsi, après Champollion, Figeac et Cherubini, qui voient le même document de Biban el-Molouk à travers des oreillères, c'est bien le cas de rappeler ce qui est dit plus haut. Les spécialistes, en fuyant l'évidence d'une origine nègre, tombent dans des invraisemblances et des contradictions sans issue. Un tel aveuglement peut seul faire comprendre que Cherubini ait pu trouver vraisemblable le recours à une telle convention picturale qui, selon l'idée même que s'il se fait des Égyptiens, devrait être inadmissible pour ceux-ci. L'auteur invoque les bas-reliefs du temple d'Ibsamboul, Nubie inférieure, où sont représentés les prisonniers capturés par Sésostris après une expédition vers le sud pour essayer de démontrer que les Égyptiens et les nègres appartenaient à 2 races différentes. J'ouvre les guillemets. Nous voyons le roi Sésostris revenant d'une expédition contre ses méridionaux. Plusieurs captifs précèdent son char. Plus loin, le monarque présente aux divinités locales 2 groupes de prisonniers appartenant évidemment à l'une de ces peuplades sauvages, offrande consacrée aux puissances protecteurs de la civilisation qui ont favorisé le châtiment de ses ennemis. Ces hommes réunis par un même lien et presque
entièrement nus, à l'exception d'une dépouille de panthère killer sans les reins. Se distingue par la peau entièrement noire chez quelques-uns ou nuancée de brun foncé chez d'autres. L'angle facial allongé, la partie supérieure de la tête fortement déprimée, l'alliance des traits les plus grossiers avec une constitution généralement grêle, d'ailleurs caractérisée un type à part, une race au dernier degré de l'espèce humaine. Figure 33. La couleur des prisonniers reproduite à l'arrière-plan du bas-relief d'Istanbul montre que, contrairement aux affirmations répandues, les Égyptiens ne se peignaient pas avec une couleur différente de celle des autres nègres. Parmi les scènes figurées à Istanbul, il y en a une où il est impossible de déceler la moindre différence de couleur entre celle du pharaon et celle des nègres entre guillemets représentés. Par contre, il n'y a aucune autre comparaison possible entre la couleur de peau du pharaon et celle des autres spécimens de race blanche qui y sont figurés. Il s'agit de la scène où le pharaon tient un groupe de prisonniers par les cheveux. Page 108. Continuons la lecture. Je ouvre les guillemets sur Cherubini. Les grimaces hideuses et les contorsions qui contractent la physionomie et les membres de ces hommes décèlent en eux des habitudes sauvages. L'étrangeté de cette race, chez laquelle le moral semble à peine développé, tendrait à la placer dans un état pour ainsi dire intermédiaire entre l'homme et la brute. Ces faits sont d'autant plus saillants en présence de l'attitude noble et grave des Égyptiens. Ce contraste aussi frappant démontre suffisamment que l'antique population des bords du Nil s'éloignait autant de l'espèce des Africains méridionaux que celle des peuples asiatiques et détruit des systèmes qui avaient jusqu'ici essayé d'établir son origine purement nègre. Page 32. Par-delà les qualificatifs péjoratifs de Cherubini, oui, parce que Cherubini n'était pas très descriptivement scientifique, mais très descriptivement, il savait bien décrire d'une qualité péjorative visuelle, quoi. Alors, si vous m'inventez la langue, donc, c'est-à-dire, cherchons en quoi les prisonniers qu'il décrit différents ethniquement de l'Égyptien, remarquons d'abord qu'il n'y a dans sa description aucun terme scientifique susceptible de retenir l'attention. Par contre, le caractère démesuré des injures qui constitue l'essentiel de cette description de la part d'un homme qui appartient au peuple, chez qui le sens de la mesure est considéré comme une vertu nationale, dénote l'irritation de quelqu'un qui ne parvient pas à démontrer ce qu'il voudrait. Il en arrive à oublier l'ordre objectif du tableau de Biban el-Molouk sur lequel il s'est longuement étendu. Je ne pense pas qu'en fait, bon ça c'est Cheikh Anta Diop qui parle, mais je pense pas qu'en fait il s'est éloigné. Je pense qu'en fait il a fait un choix. On est dans une vision idéologique. Il faut justifier ce qui va se produire. Donc il n'a pas oublié, il sait ce qu'il a vu. Ils savent ce qu'ils voient. Je vous ai dit que la logodémie, ils font une sélection d'informations. Donc, ils sélectionnent les informations, ils prennent ce qui va être nécessaire et ils regardent un peu l'ensemble du contexte et ils se disent que bon, s'il fait ça là maintenant, il n'aura rien de plus, rien de moins. Alors que là, tout part en vrille, c'est une tension pas possible et c'est le moment pour l'Italie de sortir sa grandeur. Et la particularité du Locodème, c'est de sortir sa grandeur en insultant les autres. Donc, il savait qu'en insultant ce peuple, donc notre peuple, ça allait lui donner une plus grande hauteur. Vous savez, je ne le dis pas souvent, mais peut-être que j'ai déjà dit, mais être professeur, ce n'était pas quelque chose de facile. Le succès, c'est bien, mais aussi, c'est le fait d'être enseignant. Il faut comprendre qu'à une certaine époque, le fait d'être professeur, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Avant, lorsque vous sortiez un livre, il était plus ou moins sûr que vous serez un grand professeur d'université, vous serez respecté, vous aurez un bon salaire, vous aurez une bonne situation de vie. Et là, c'était quand même la course au succès, la course à la réussite de la vie, de la carrière. Et donc,
pour eux, toutes les occasions étaient les bonnes. Ce sont des opportunistes, si vous préférez. Ce sont des opportunistes. Et la majorité des Locodem sont des opportunistes. Ils savent profiter de la situation. Par exemple, beaucoup de Locodem savent profiter de la situation du fait que les Noirs soient aliénés pour davantage les montrer des choses auxquelles, évidemment, ils savaient le faire, et ce depuis le temps, mais par aliénation et aussi par le fait que on nous a pas appris ça dans notre système éducatif. Et bien aujourd'hui, ils viennent, ils se montrent en porte-garant. Et nous, comme on est idiots et on n'est pas au courant, et parce que on fait tout pour nous maintenir dans ce système, alors nous ne pouvons pas donc nous renseigner. Et eux, ils viennent le lendemain là, genre nous montrer des choses innovantes, alors qu'en fait, ce n'est rien d'innovant, c'est juste du taper-œil pour mieux nous dénigrer derrière. Donc c'est un peu pareil, quoi, si on peut le dire. Mais il n'a pas négligé le travail de Champollion, puisqu'il a travaillé avec Champollion le Jeune, mais il a décidé par but du succès, par idéologie, parce que de base il est négrophobe, comme beaucoup, et donc il s'est dit que de toute façon la paire c'est la paire, avec tout ce qui est sorti, allons-y, faisons notre vie, on va le faire. C'est un choix, je vous l'ai dit, c'est un choix. Continuons. Ici même, en effet, si la race nègre est, entre guillemets, au dernier degré de l'espèce humaine, puisque sur ce bas-relief, elle vient quand même avant la bête blonde de Gobineau, dont un ordre qui se répète avec constance sur les monuments où se situerait alors cette dernière. Ici même, elle reproduit le dessin dont parle Cherubini, en quoi que reconnaîtront donc sur ses visages la manifestation d'une bassesse morale. En quoi ces traits sont-ils distincts de ceux des Égyptiens? Comparez également les figures 34 à la figure 35. La figure 34, évidemment, c'est la terre cuite de Nok du Nigeria. C'est le nègre dépeint par lui-même. Comparez ce visage avec la statue égyptienne, les mêmes traits physiques apparaissent. Mais notez le contraste avec les paysans prisonniers de la figure 35. Les paysans noirs prisonniers sur la tombe du pharaon Horemheb. Notez la différence avec le type urbain de la figure 34. Ce type de paysan n'apparaît dans les centres urbains africains qu'après la transplantation des éléments ruraux portant les stigmates de la dure condition paysanne. Ainsi, ce qui a été pris à tort par une différence de classe raciale n'est en réalité qu'une distinction de classe entre l'aristocratie, la cité et le paysan en ridée aux mains cailleuses qui est devenu du moins commun en Égypte, où l'agriculture n'était pas aussi difficile qu'en Nubie. Cherubini lui-même nous dit que le teint est quelquefois, entre guillemets, nuancé de brun foncé, c'est-à-dire la même couleur de peau, c'est-à-dire ce qu'il appelle brun rougeâtre, que d'autres appellent rouge sombre, etc., qu'il a reconnu aux Égyptiens des monuments. Il en résulte que le seul trait ethnique valable qu'il ait daigné nous donner est commun aux deux races. La couleur de peau de ces prisonniers d'Ibzamboul montre que l'affirmation selon laquelle les Égyptiens ont découvert les nègres qu'au temps de la, entre guillemets, 18e dynastie et qu'ils ont représenté selon une couleur distincte de la leur relève de l'imagination et non des documents. Ces corps, loin d'être gelés, ne sont-ils pas au contraire essentiellement athlétiques? Ces contorsions entre guillemets et ces contractions entre guillemets de la physionomie des personnages du premier plan, la résignation dédaigneuse de ceux de l'arrière-plan, n'implique-t-il pas davantage l'idée d'une haute conception de la dignité plutôt que une bassesse morale pour celui qui a la force de les interpréter objectivement? C'est une question. On a essayé d'insinuer aussi que si ces saustrices et les pharaons d'une façon générale sont allés combattre les populations nègres au sud de l'Éthiopie et qu'ils n'étaient pas de la même race noire. C'est comme si on disait que puisque César a fait des expéditions en Gaule, les Gaulois et les Romains n'étaient pas de la même race blanche et que si les Romains étaient blancs, c'est que les Gaulois étaient jaunes ou noirs. Un peu une allégorie un peu stupide, mais bon, c'est Cherubini, voilà. Les nègres qui vivaient à l'intérieur de l'Afrique étaient quelquefois très belliqueux. Ils se livraient fréquemment à des incursions sur le territoire égyptien. Ils constituaient ainsi une perpétuelle menace au sud et faisaient l'objet d'expéditions punitives, telles de Philae. C'est dans le cadre de ces répressions que se situe
L'intervention de ces solstices que commémore le bas-relief du Zamboul du reste de cette expédition se situe à la dernière période de l'Égypte, de l'Empire égyptien de la 18e dynastie. C'est ainsi que les fils de Khem ont été amenés à appliquer l'expression entre guillemets mauvais fils de Couche à leurs frères plus éloignés du sud, c'est-à-dire les Nahas, qui veut dire entre guillemets vauriens en Wolof, et Nahas vit les vauriens. Mais ce que les Égyptiens arboraient par-dessus tout, c'était les bergers asiatiques de toutes sortes, donc de tout phénotype locodermique qu'on avait pu énumérer. Depuis les entre guillemets sémites jusqu'aux indo-européens, ils n'avaient pas d'épithète assez injurieuse pour les désigner. Ils les traitaient entre guillemets d'asiatiques ignobles d'après Manéthon, de hic, entre parenthèses qui égale roi, dans la langue sacrée et sauce égale berger dans la langue populaire. Est venu le nom Hyksos donné aux envahisseurs. Il les traitait encore de entre guillemets maudits, de pestiférés, de lépreux, de pillards, de voleurs, d'où sati égale archer. En Wolof, le mot signifie voleur. D'après Marius Fontanès, les Égyptes 5000 à 715 avant Jésus-Christ, le maire, ils appelaient également les cités, j'arrive pas à bien lire ça, c'est S-C-I-T-E-H-E-S, qui veut dire la plaie de Sketo, je lis comme je vois, Chérubini, la Nubie, page 34. Les bas-reliefs que nous ont laissés les Égyptiens et qui commémorent les expéditions pharaoniques contre ces plaies mouvantes de l'Asie figurent par contre des personnages dont la différence ethnique avec les Égyptiens est saisissable au premier abord et sans discussion possible. Pour mieux faire éclater le caractère sémite-arien étranger de ces ennemis de l'Égypte par opposition à l'identité des traits des Égyptiens avec les prisonniers d'Ibzamboul, nous avons reproduit ici la figure 36 des captifs asiatiques européens gravés sur les roches de Sinaï au temple de Médine Abdou, dont, contrairement à ce qu'il croit Chérubini, qui est loin de détruire, entre guillemets, le système qui avait jusqu'ici essayé d'établir. Donc, sur l'image que vous voyez là, on a les captifs de race blanche aryenne gravés sur les murs du temple de Médine Abdou. Pour ceux qui veulent savoir ce que le mot aryen veut dire, plus ou moins, je vous renvoie sur ma séance que vous voyez là, c'est-à-dire le génisme, aller un peu plus vers la fin de la séance. Peut-être que je devrais mieux indiquer les horaires comme ça pour que vous arriviez pour mieux découper la vidéo. Mais comme je sais pas bien découper les vidéos sur YT, donc du coup, bon, sachez que c'est vers la fin. Vous aurez une brève description de ce que c'est que les peuples aryens. Voilà. Donc, revenons sur la planche que vous voyez là, donc sur les travaux qui ont été établis. Donc, ce sont les captifs de race aryenne gravés sur les murs du temple de Médine Abdou. À droite, type libyen au peuple du Nord, les Atlantes, du pasteur de Jürgens Parsnut, type de captifs sémites gravés sur les roches du Sinaï. Et les reproductions sont tirées du livre de les Normandes sur l'Égypte, toutes ces populations étant encore nomades. Donc, vous vous rappelez, les populations nomades sont des populations dangereuses parce que ne connaissant que durant leur vie que des conditions compliquées, donc pour vivre, tuer, manger, violer, etc., ça fait partie de leur culture. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'ils sont venus sur Kamakatchopa avec leur vision de la vie qui était très désagréable et pas du tout en lien avec la malade, malgré le fait que nos ancêtres ont essayé plus ou moins de comprendre ces personnes, ils ont décidé, eux, de faire le petit monde pourri. Et donc, derrière, avec l'attitude de belliqueuse sans cesse, et donc, nos ancêtres ont décidé de les chasser ou d'autres étaient arrêtés parce qu'il fallait les arrêter un peu plus vite. Parce que plus on laisse la perversité se faire de façon plus ou moins libérale comme ça, plus il est sûr que ça va s'étendre comme la peste, comme la gangrène, comme les MST, comme tous les virus, les bactéries. Donc, il faut couper court, comme ce que doivent évidemment faire nos politiques.
mais vous savez comment elles sont mises en place par ce système leucodermique, et eux, ils ont le leucovirus exactement, c'est pas évident. Comme tous ceux qui critiquent aussi les politiciens, qui eux aussi ont le leucovirus sans le savoir. Exactement, il faut critiquer avec, je dirais, avec une action de pouvoir changer quelque chose derrière et non de critiquer pour critiquer dans le but de ne rien faire derrière, qui derrière, ben, évidemment, ne produira rien. Donc, voilà un peu la planche. Nous allons donc continuer la lecture. Par l'incohérence et la faiblesse de ce qu'il a cru être des arguments massifs dont Cherubini, il a confirmé au contraire plus que quiconque cette origine nègre. Je vous rappelle encore que l'égyptologie n'est pas réellement une science. Certes, elle est une institution, elle est calibrée, elle est financée, etc. par les sociétés dont vous connaissez les noms et les familles dont vous connaissez les noms, mais ce n'est pas une science, ce n'est pas une science innovatrice qui va apporter quelque chose à la vie. Elle est là que pour l'humanité, elle n'est pas là pour la vie, elle est là pour l'humanité, qui est pour moi, pour l'échelle encore trop petit sur le temps assez long que ces sociétés kémites, ont mis du temps pour élaborer toutes ces sciences. C'est trop court et l'échelle qu'ils mettent en place est trop petite. L'échelle humaine, elle est trop petite. C'est l'échelle de la vie qu'il faut mesurer. Parce que c'est cet ensemble qui a configuré, qui a donné ce savoir à ces peuples de Kémites. Voilà. Donc, dans son livre Les Égyptes, publié en 1880, là nous sommes en 1880, Marius Fontanès aborde le même problème. Je vous rappelle le contexte. On est en 1880, les livres sont sortis, les darwinistes, dont les adeptes de Darwin sont sortis. Il y avait déjà les travaux du cousin de Darwin qui s'appelle Galton. Il avait déjà établi ses travaux sur la physionomie, etc. Et évidemment sur l'eugénisme. Il avait aussi commencé ses réflexions. De nombreux adeptes de Darwin ont aussi commencé pas mal à réfléchir sur les conditions du racisme, etc. Des visions plus ou moins de plus en plus bien structurées, parce que la société leucodermique se structure au fil des siècles. Donc, ils ont fini par mieux élaborer les thèses. Et je pense que la deuxième parution du livre de Darwin était déjà faite. Donc, tous les points étaient déjà mis, tous les échiquiers étaient déjà sur place. Et puis, on était déjà aux prémices de ce que, bon, pour certains pays, ça avait déjà commencé de l'esclavage à domicile qu'on appelle la colonisation. Premier stade, du moins, peut-être deuxième ou troisième stade. Voilà. Lisons sa théorie et c'est sur Fontanès que nous allons nous arrêter. Deux points, j'ouvre les guillemets. Sur leur monument, les Égyptiens s'étant toujours coloriés en rouge. Les partisans de l'origine méridionale ont dû relever un très grand nombre de particularités intéressantes susceptibles de préparer la solution du problème ethnographique posé. Vers le Nil, vers le haut du Nil, actuellement parmi les Foulbés qui ont la peau d'un jaune très caractérisé, ceux que leurs contemporains considèrent comme de race pure sont plutôt rouges. Les Bicharis, eux, sont exactement de la couleur briquée que donnent les monuments égyptiens. Et ces hommes rouges seraient pour d'autres ethnographes des Éthiopiens, modifiés par le temps et par le climat. Des nègres parvenus la moitié de la période nécessaire pour que la peau d'un nègre devienne blanche. On a constaté que dans les pays calcaires, entre guillemets, le nègre est moins noir que dans les pays granitiques et plutoniens. On a cru remarquer même que le ton de la peau, je ne sais pas si c'est trompé parce que le ton de la peau, bon, c'est peut-être une erreur. Donc, je vais quand même relire, mais je vais dire le teint de la peau se modifiait suivant la saison. Les Nubiens, dans ce cas, ne seraient que d'anciens nègres, mais quant à la peau, seulement de ostéologie étant restée absolument négritique, les nègres figuraient sur les peintures pharaoniques et que les graveurs ont si nettement déterminé que les hiéroglyphes nom Narasu ou Narasiu sont sans affinité avec les Éthiopiens qui descendirent les premiers en Égypte. Ces derniers, donc, seraient des nègres atténués des Nubiens. Le canon dit de Lepsius et qui donne mis
au carreau les proportions du corps de l'Égyptien parfait, à bras courts, un négroïde ou négricien. Au point de vue anthropologique, l'Égyptien vient après le Polynésien, les Samoyèdes, les Européens, et il est immédiatement suivi des nègres d'Afrique et des Tasmaniens. Il y a une tendance scientifique d'ailleurs à nous trouver en Afrique au fond dégagement fait bien entendu de l'océan Atlantique, de l'océan Indien, que des nègres ou négriciens diversement colorés. Les anciens Égyptiens seraient des nègres, mais des nègres du dernier degré, page 44, page 45. Voici sur l'absurdité de Fontanès, un autre chercheur scientifique, explorateur, génie, je ne sais pas, diplômé, surdiplômé, diplôcodermique. Le point de vue de Fontanès qui pourrait se passer de commentaires confirme une fois de plus l'impossibilité de sortir de la réalité d'une Égypte nègre. Pour peu que l'on accepte de s'en tenir au fait, c'est ainsi que Lepsius, en se bornant à ses mensurations objectives, arrive à cette conclusion formelle et capitale que l'Égyptien parfait est un négricien, c'est-à-dire que son ostéologie est négritique. Et c'est pour cette raison que les ouvrages anthropologues ne sont pas bavardes sur l'ostéologie égyptienne. On va s'arrêter ici aujourd'hui. J'espère que cette séance de lecture ne vous a pas trop embrouillé, qu'elle a été plus ou moins soutenable pour vous et qu'elle n'a pas été trop longue. Donc, je vous remercie. Je ne vais pas trop parler pour la fin, où je vous ai presque tout dit au début. Donc, merci. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, liker, partager, commenter. Merci pour votre soutien. Et comme je le dis souvent, il est plus préférable maintenant d'apprendre à se connaître bien plus que d'essayer de connaître les autres. Vous savez, quelqu'un qui ne se connaît pas ne peut pas connaître l'autre. Il ne peut pas prétendre connaître l'autre ou ne peut même pas aider quelqu'un d'autre. Donc, sur ce, je vous remercie. Faites très attention. Étudiez votre histoire. Étudiez qui vous êtes. Faites attention, mes frères, mes sœurs. Faites attention. Je vous remercie et bibala.